Avant la guerre en Ukraine, la Russie jouissait de sa réputation de puissance militaire mondiale. On pensait que ses armes figuraient parmi les meilleures produites en dehors des États-Unis. La Russie a gagné des milliards de dollars grâce à la vente d'armes, tout en promouvant l'idée que ce qu'elle fabriquait était puissant, létal, imparable. L'Ukraine vient de prouver que la Russie avait tort. Lors de 2 frappes menées à la fin du mois de septembre, les armes imparables de la Russie ont été rayées de la carte. L'Ukraine les a détruites par des frappes, ce qui aura sûrement un impact dans 2 domaines clés de la guerre. Nous commençons par un voyage dans la péninsule de Crimée, et le système de défense aérienne, que la Russie affirme être parmi les meilleurs au monde, fait partie de ce que le monde a de mieux à offrir. Le S-400, présenté comme un système capable de neutraliser presque toute menace aérienne, est l'une des armes les plus importantes de la Russie pour défendre sa position en Crimée. Grâce à l'Ukraine, un S-400 est maintenant hors service, même si elle ne l'a pas attaqué directement. Ce serait imprudent. Le S-400 est équipé de missiles capables d'abattre des drones lents et d'autres projectiles. Donc, une attaque frontale n'est pas idéale. Une telle attaque peut quand même fonctionner, surtout lorsqu'on utilise une horde de projectiles. Cela rend impossible pour le S-400 de tout détruire. Mais l'Ukraine est plus intelligente que ça. Pourquoi utiliser une horde, ce qui coûte de l'argent et contient des drones qui pourraient être utilisés ailleurs, alors qu'on pourrait utiliser un seul drone pour rendre le S-400 russe obsolète? N'attaquez pas le S-400, attaquez son radar. Le 30 septembre, les forces spéciales ukrainiennes ont détruit une station radar liée à un système de défense aérienne S-400 russe. Le Kiev Post rapporte. Cette station sert Dieu au S-400, permettant au système de détecter puis d'engager les menaces entrantes. Sans les yeux, le S-400 tire à l'aveugle, s'il peut tirer. En défense aérienne, où la précision est essentielle face à des cibles rapides, la Russie veut éviter de tirer à l'aveugle. Grâce à une frappe intelligente, l'Ukraine a neutralisé toute la capacité de combat d'un coûteux S-400 sans sacrifier de drones lors d'une attaque frontale. Les forces spéciales ukrainiennes, ravies d'en parler, ont annoncé sur Telegram la dernière frappe de l'Ukraine. Dans la nuit du 30 septembre, des unités des forces spéciales ont frappé la station radar du système de missiles anti-aériens S-400 Triumph. La frappe ukrainienne a aussi ajouté ironie et symbolisme. Selon les forces spéciales ukrainiennes, déclarent sur Telegram que le système de défense aérienne ennemi, pourtant conçu contre les drones, a été neutralisé par des drones d'attaque des forces spéciales ukrainiennes. La station radar est les yeux du S-400 Triumph. Sans observation ni guidage, le système perd sa capacité de combat. L'Ukraine a détruit un S-400, avec l'arme même que ce système doit stopper. Les forces spéciales ukrainiennes n'ont pas donné plus d'informations que cette déclaration. Aucune photo ni vidéo de la frappe n'a été partagée, rendant impossible de localiser où en Crimée l'Ukraine a détruit la station radar S-400. Cependant, il y a quelques indices possibles à la suite de la frappe des forces spéciales ukrainiennes. Le canal Telegram Crimean Wind a indiqué que des explosions avaient été entendues dans plusieurs districts tôt le matin du 30 septembre. Cela explique les explosions que nos abonnés ont entendues la nuit dernière, rapporte le canal. Le Kiev Post rapporte que des abonnés de Crimean Wind ont signalé de fortes explosions dans les districts de Leninsky et Féodosia. Ces explosions sont-elles dues aux drones ukrainiens ayant détruit une station radar S-400 ? Si oui, quelles en sont les conséquences ? L'Ukraine a mené plus d'une attaque contre la Crimée le 30 septembre. Nous n'avons pas ces réponses, car les forces spéciales ukrainiennes refusent d'en dire plus que ce qu'il a déjà déclaré. Il préfère laisser la Russie incertaine sur ses actions et intentions. Nous savons pourquoi l'Ukraine doit détruire un maximum de S-400. Ce système est l'un des éléments clés de la défense aérienne russe. Missile Threat fournit les informations de base qui expliquent pourquoi le S-400 est une arme si importante pour la Russie. C'est un système de missiles solaires très mobile, capable d'engager presque toute cible aérienne. Cela inclut les drones, les missiles de croisière, les avions et même les missiles balistiques qui ont atteint la phase terminale de leur descente vers une cible. Certains missiles du système atteignent 400 km, tandis que d'autres ont une portée plus courte. La Russie a également le choix d'utiliser le missile 48N6, qui possède une ogive à fragmentation hautement explosive de 143 kg, soit 315 livres, ou le 77N6.
Ce deuxième missile a une ogive aussi lourde que celle du 48N6, mais conçue pour l'impact direct, non explosive. Avant l'arrivée du S-500, en 2021, le S-400 était le système de défense aérienne russe le plus avancé. Le Kyiv Post affirme que ce système serait même comparable au Patriot américain, que l'Ukraine a largement utilisé pour contrer les frappes aériennes russes. Cette comparaison n'est sans doute pas exacte, les Patriots ayant mieux fonctionné que le S-400 durant la guerre. La fonctionnalité de base paraît similaire. Les S-400 disposent de stations radar, comme nous le savons déjà, de lanceurs et de systèmes capables de détecter et de désigner automatiquement des cibles. Ces systèmes, jusqu'à la sélection et au lancement de chaque missile, sont censés être entièrement automatisés. Le S-400 semble également être en quelque sorte modulaire. D'après le Kyiv Post, un système S-400 peut utiliser jusqu'à 40 lanceurs, mais ce n'est pas obligatoire. Chaque lanceur contient 4 missiles, soit 160 pour une unité S-400 complète. Les systèmes radar et de suivi du S-400 peuvent identifier et ordonner des frappes sur 80 cibles à la fois, chacune recevant une double salve de missiles. C'est vraiment impressionnant. Et ces spécifications prouvent également ce que nous disions plus tôt. Utiliser une horde de drones pour attaquer un S-400 de front n'est pas l'idée la plus économique. Cela peut fonctionner tant que la horde compte au moins 80 drones. Avec moins de drones, l'Ukraine risquerait de tous les perdre avant d'atteindre leur cible, d'où la frappe sur la station radar. Détruire cette seule station signifie que la Russie a maintenant jusqu'à 160 missiles S-400 installés dans des lanceurs qui sont pratiquement inutiles. L'Ukraine a neutralisé un système de défense aérienne réputé inarrêtable, ce qui est crucial. Le S-400, neutralisé par l'Ukraine, était situé en Crimée, où plusieurs de ces systèmes se trouvent sur la côte nord-ouest. Cela montre l'importance que Vladimir Poutine accorde à la Crimée. Chaque S-400 coûte entre 200 millions et 12 milliards de dollars, selon les sources. Même dans la fourchette basse des prix, c'est un système très coûteux. Cela souligne sa puissance supposée, et l'importance de la Crimée pour Poutine. Cependant, le fait que Poutine envoie autant de S-400 en Crimée pose un problème à la Russie. Le problème a été signalé en mai, quand la Pravda a relayé que la marine ukrainienne affirmait que la Russie renforçait ses défenses aériennes en Crimée. Le porte-parole de la marine, Dmitry Pletenchuk, a exposé un problème émergent pour la Russie, auquel Poutine n'était soit pas au courant, soit ne semblait pas accorder d'importance. La Crimée était précieuse pour la Russie, symboliquement et logistiquement, selon Pletenchuk. La densité des systèmes de défense aérienne sur l'île dépasse celle de nombreuses régions russes. Les Russes peinent à compenser leurs pertes à cause des sanctions et du manque de microélectronique. Poutine crée des angles morts en transférant de nombreuses défenses aériennes russes vers la Crimée. Avançons jusqu'en septembre, et l'Ukraine a commencé à profiter de ces angles morts. Nous avons publié une vidéo détaillée expliquant comment. Allez la voir pour comprendre comment l'obsession de Poutine pour la Crimée met la Russie en danger. Maintenant, réfléchissez à cela. Pletenchuk a souligné que les sanctions compliquent la construction et l'entretien des systèmes de défense aérienne russes en limitant l'accès aux composants et microélectroniques. Une station radar S-400 ferait presque certainement partie de ces choses que la Russie a du mal à construire en ce moment. La destruction par l'Ukraine d'une station radar S-400 en Crimée vise non seulement à réduire le contrôle russe sur la péninsule, mais aussi à affaiblir la Russie continentale. Poutine est tellement obsédé par la Crimée qu'il va sans doute privilégier le remplacement de la station radar détruite. La réparation étant sans doute impossible, il devra prendre une station radar d'un autre S-400 et l'envoyer en Crimée. Le S-400 sans station radar devient aussi aveugle que celui frappé par l'Ukraine. Poutine devra sacrifier des défenses aériennes en Russie pour préserver la puissance de la Crimée. Cela crée des brèches, et dans ces brèches, l'Ukraine voit des opportunités de mener davantage de frappes à longue portée, avec lesquelles elle a frappé la Russie tout au long de 2025. Revenons à la prise affaiblie de la Russie sur la Crimée. Poutine est confronté à ce problème depuis un moment, l'Ukraine ciblant sans cesse les défenses aériennes et sites militaires en Crimée. Par exemple, rien qu'entre la fin août et le début septembre, l'Ukraine a détruit 6 équipements russes en l'espace de quelques jours. Tous étaient en Crimée, tous étaient précieux pour la Russie. Et vous pouvez en savoir plus à leur sujet dans notre vidéo consacrée à la série de frappes dévastatrices de l'Ukraine. Selon le Conseil de l'Atlantique, ces frappes illustrent l'affaiblissement progressif de la mainmise russe sur la Crimée, constaté en octobre 2024. Il y a plus d'un an, l'Ukraine visait déjà des cibles militaires majeures en Crimée, selon le média. En combinant ces frappes aux attaques contre la flotte de la mer Noire, jadis redoutée, aujourd'hui presque inutile. On obtient ainsi une stratégie d'érosion de l'armure criméenne, plaçant Poutine dans une impasse. Soit il affaiblit la Russie
en remplaçant le matériel perdu en Crimée. Soit ils relâchent la Crimée en conservant ce matériel pour défendre le territoire russe. La Russie sort dans une impasse, l'Ukraine obtient gain de cause. L'Ukraine peut se rapprocher de la Crimée, ou intensifier ses frappes contre des raffineries et d'autres actifs militaires en Russie. Poutine peut toutefois estimer que la Russie peut maintenir la force de son offensive en Ukraine, malgré ses problèmes de défense aérienne. Peut-être que ce n'est plus le cas, ce qui nous conduit à la seconde frappe évoquée dans l'introduction de la vidéo. Cette fois, nous nous rendons à Kharkiv, une région qui semble être sous une attaque ininterrompue de la Russie depuis que Poutine a lancé son invasion. Le 30 septembre, le Kiev Post a annoncé que l'Ukraine avait détruit 2 lance-roquettes russes, Tosin-A Solt-Sepiok à Kharkiv. Selon le média, le 429e régiment de drones séparé Achille d'Ukraine a mené les 2 frappes. Dans les 2 cas, le régiment a utilisé des drones pour la mission, comme en Crimée, avec des images à l'appui, diffusées, pour coïncider avec la frappe du 29 septembre survenue, peu après que l'Ukraine a détruit la station radar S-400 en Crimée. Ces images sont sur YouTube, publiées par le 429e régiment de drones séparé Achilles. La vidéo dure environ 50 secondes et semble montrer 2 frappes réalisées à l'aide de drones à vue à la première personne ou vue à la première personne. D'abord, on voit des images granuleuses, filmées par l'un des drones. Il est difficile de distinguer quoi que ce soit, jusqu'à ce que le drone ajuste légèrement sa trajectoire. C'est alors que la cible apparaît. Un lance-roquettes multiple Solt-Sepiok russe se détache sur un fond sombre. Le drone de l'Ukraine descend, fonce vers sa cible puis explose. La vidéo passe ensuite à des images filmées par un autre drone vu à la première personne alors qu'il parcourt le paysage de Kharkiv à la recherche de sa cible. Il repère vite la cible. Le 2e Solt-Sepiok multiple launch rocket system bouge, mais trop lentement. Le drone ukrainien vise et détruit directement le 2e puissant multiple launch rocket system russe. Tout cela est déjà impressionnant, mais des images de frappe, vues à la première personne comme celle-ci sortent d'Ukraine presque tous les jours. Qu'est-ce qui rend cette paire de frappes si spéciale ? La réponse réside dans l'arme que l'Ukraine a détruite. Le Solt-Sepiok Multiple Launch Rocket System n'est pas un lance-roquette ordinaire, c'est une arme à 15 millions de dollars qui est considérée comme légendaire en Russie, rapporte le Kiev Post. Ah, et il se trouve aussi que c'est un Multiple Launch Rocket System capable de lancer des roquettes thermobariques, qui comptent parmi les munitions conventionnelles les plus dévastatrices de l'arsenal russe. Nous expliquerons bientôt pourquoi restreindre l'usage de ces roquettes par la Russie est une grande victoire. Explorons plus en détail le Multiple Launch Rocket System Solt-Sepiok. Selon Army Recognition, le Multiple Launch Rocket System Solt-Sepiok est souvent considéré comme un lance-flamme lourd plutôt qu'un lance-roquette classique. Installé sur un châssis de T-72, il offre un appui-feu à l'infanterie d'assaut et au régiment de chars tout en restant mobile. Sa principale caractéristique est son bloc lanceur, capable de transporter 24 tubes guidés de 220 mm, permettant de tirer une salve de roquettes et missiles non guidés sur une cible. Avec un équipage de 3 personnes, le Solt-Sepiok Multiple Launch Rocket System peut atteindre une vitesse maximale de 60 km à l'heure, soit 37,2 miles par heure, et dispose d'une autonomie de 550 km, ce qui équivaut à environ 341 miles. Cette mobilité permet à la Russie de déployer son Multiple Launch Rocket System pour attaquer puis de le déplacer après sa mission. Cependant, ce n'est pas tout à fait une arme parfaite. Bien que considéré comme légendaire, le Multiple Launch Rocket System Solt-Sepiok présente plusieurs faiblesses, selon le Kiev Post. Le manque de blindage en est une. L'arme, un multiple launch rocket system monté sur un châssis de char, reste vulnérable aux armes qui détruisent les chars russes durant l'invasion. Les missiles anti-chars et lance-grenades sont des menaces majeures pour un multiple launch rocket system Solt-Sepiok. Comme vu, des drones peuvent attaquer le multiple launch rocket system sans qu'ils réagissent. Comment pourrait-il ? Si le multiple launch rocket system Solt-Sepiok essaye de tirer ses roquettes sur les drones ukrainiens. Il est très improbable qu'il tire directement, surtout avec des troupes russes proches. La Russie ne le souhaite pas. Pourquoi ? Nous l'avons déjà dit, le Multiple Launch Rocket System Solt-Sepiok tire des roquettes thermobariques. Ce fait conduit beaucoup à le qualifier de lance-flamme lourd, à cause du fonctionnement des armes thermobariques. La capacité du système à tirer ces roquettes montre pourquoi il était crucial que l'Ukraine détruise 2 multiples Launch Rocket System Solt-Sepiok. The Guardian et la BBC ont expliqué en 2022 pourquoi les armes thermobariques sont si létales. La Russie les a utilisées dès le début de l'invasion, suscitant l'indignation face à la cruauté des bombes à vide contre l'Ukraine. Le nom alternatif évoque l'effet d'une explosion thermobarique.
La BBC explique que les armes thermobariques se composent d'un réservoir de carburant et de 2 charges explosives. Lorsque l'arme atteint sa cible, la première charge explosive ouvre le réservoir de carburant, dispersant son contenu dans l'environnement sous forme de nuages. Ensuite, la deuxième explosion se produit. Cette seconde explosion fait détonner tout le nuage, qui est capable de s'infiltrer dans des bâtiments et des défenses qui ne sont pas totalement hermétiques. Une énorme boule de feu éclate, brûlant tout ce qui se trouve à l'intérieur, comme si cela ne suffisait pas. Cette boule de feu géante aspire l'oxygène autour, créant le vide à l'origine du surnom de l'arme. Si la boule de feu ne vous tue pas, le manque d'oxygène le fera. Ces effets dévastateurs rendent les armes thermobariques controversées, car elles sont bien plus destructrices pour les structures et la vie humaine qu'un explosif classique. Et la Russie adore les utiliser. En mars 2022, le docteur Marcus Ellier de l'Australian Strategic Policy Institute a déclaré au Guardian « Nous savons que les Russes sont prêts à tout détruire ». Il a ajouté « Les Ukrainiens se retranchent dans certaines villes. Les Russes utiliseront de plus en plus toutes leurs armes, y compris thermobariques, dans les zones urbaines très peuplées. » Kharkiv fait partie des villes où soldats et civils ukrainiens se sont retranchés depuis le début de la guerre. Il n'est sans doute pas fortuit que 2 lance-roquettes Soltsepiok soient dans la région de Kharkiv. Aucun des deux ne peut désormais lancer les roquettes thermobariques utilisées par la Russie à Kharkiv, ce qui soulage l'Ukraine. Après tout, Kharkiv reste une cible pour la Russie. Poutine a peut-être affirmé que ce n'était pas le cas. En mai 2024, le dirigeant russe a menti en disant ne pas vouloir prendre Kharkiv. Dans une citation publiée par Politico, Poutine a accusé l'Ukraine d'être responsable des attaques russes contre Kharkiv. En ce qui concerne ce qui se passe autour de Kharkiv, c'est aussi leur faute, a affirmé Poutine. Ils bombardent et ciblent toujours des quartiers résidentiels près des frontières, notamment à Belgorod. Et j'ai dit publiquement que si cela continue, nous serons obligés de créer une zone de sécurité, une zone sanitaire. C'est ce que nous faisons. Poutine a déclaré qu'il ne s'agissait pas de prendre Kharkiv, mais de protéger les régions frontalières russes. Cette justification reste fragile face aux actions russes à Kharkiv. En 2025, les frappes russes continuent. La présence de 2 Soltsepiok dans la région montre ce que la Russie prévoyait, sans la destruction de ses lance-roquettes par les drones vus à la première personne ukrainien. Kharkiv subit aussi fréquemment des frappes aériennes russes. En juin, une frappe avec drone, bombes guidées et missiles a tué au moins 4 personnes en ville. La Russie veut Kharkiv, mais l'attaque de drones ukrainiennes rend sa prise bien plus difficile. Les Russes doivent se réveiller et accepter la réalité, a déclaré le vice-président américain J.D. Vance le 28 septembre. Beaucoup de gens meurent et ils n'ont pas grand-chose à montrer pour cela. Ces propos nuiraient déjà à Vladimir Poutine, car ils émanent d'un pays qu'il pensait avoir influencé en faveur de la Russie il y a quelques mois. Mais il y a une pointe supplémentaire dans l'affirmation de Vance. Ce n'est pas seulement les États-Unis qui disent que la Russie a déjà perdu la guerre, les Russes le disent aussi. Dans un énorme coup dur pour Poutine, les Russes admettent que la guerre en Ukraine est déjà perdue. Ce n'était pas censé se passer ainsi pour Poutine. En février 2022, il pensait que l'entrée de ses forces en Ukraine écraserait vite toute résistance ukrainienne. La Russie subirait des pertes, mais ses chars avanceraient jusqu'à Kiev, forçant l'Ukraine à capituler. Comme en 2014, quand la Russie a annexé la Crimée, le problème a surgi quand l'Ukraine a répliqué fermement. Les forces russes, mal préparées, ont été repoussées et ont perdu la plupart de leurs gains initiaux lors de la première opération militaire spéciale. L'aide militaire occidentale a afflué en Ukraine, révolutionnant la guerre moderne avec les drones. Et maintenant, nous approchons de plus en plus des 4 ans depuis que Poutine a lancé son invasion. L'Ukraine résiste toujours et inflige de lourdes pertes à l'armée russe. Si prendre l'Ukraine devait être la condition de victoire pour la Russie, alors la Russie a déjà perdu. Désormais, des voix russes influentes l'affirment ouvertement, comme Tatiana Montian. Contrairement aux opposants réguliers à Poutine en Russie, Montian est une propagandiste pro-Kremlin, selon le Kiev Independent. Suivre la ligne du parti est sa spécialité, ce qui signifie qu'elle a passé les dernières années à régurgiter tout ce que Poutine voulait qu'elle dise, afin de convaincre le peuple russe que la guerre de Poutine se passe mieux qu'il n'y paraît. Il semble que ce ne soit plus le cas. Le 22 septembre, lors d'une interview, Montian a affirmé que la situation de la Russie était devenue si grave qu'elle devrait bientôt agir drastiquement. Une deuxième vague de mobilisation est à l'horizon. S'il n'y a pas de percée majeure lors de cette campagne du printemps ou de l'automne, Montian a déclaré lors de l'interview, il ne semble pas que cette percée soit en train d'arriver, ajoute-t-elle.
Début septembre, l'offensive a nettement ralenti. Montian a déclaré que l'armée russe en Ukraine avait peut-être engagé ses dernières réserves. Le Kremlin ne peut pas accuser ce commentateur occidental de partialité. Montian, proche de Poutine, divulgue des informations sur les effectifs et avancées russes, contredisant la version officielle du Kremlin. Elle n'est pas la seule. Un jour avant l'interview de Montian, Dmitri Rogozin faisait des commentaires similaires. Rogozin fait également partie du camp pro-Kremlin. Il est suffisamment important pour que Poutine l'ait nommé sénateur russe, représentant les parties occupées de Zaporijia, ce qui signifie que sa voix a du poids. En ce qui concerne ce qui se passe dans ce secteur, la voix de Rogozin dit que la Russie est en train de perdre. Interviewé par le média russe Blocknote, Rogozin s'est vu poser la question directement. Pourquoi la Russie n'a-t-elle pas encore réussi à gagner en Ukraine ? Il a présenté des excuses en disant « Il n'y a que nous, l'armée et la marine, alliés de la Russie. La marine est aujourd'hui moins impliquée pour des raisons évidentes. De l'autre côté, de nombreux pays technologiques soutiennent le régime de Kiev. Bien que cela donne l'impression que Rogozin essaie de jouer la carte de la pauvre petite Russie, lire entre les lignes nous révèle la véritable histoire. Selon Rogozin, les sanctions occidentales affectent la Russie et commencent à influencer le champ de bataille. La Russie, autrefois puissance militaire majeure, manque de ressources pour avancer significativement sur le plan territorial. Rogozin affirme que les drones ukrainiens posent un problème et que l'Ukraine en a 10 fois plus que la Russie. La Russie ne peut rien faire car les fabricants de drones ukrainiens travaillent sous terre, hors de sa portée. Rogozin ajoute que la carte change difficilement, chaque progrès coûtant très cher à nos troupes. Ce prix colossal relie les propos de Rogozin et Montian. Ces deux commentateurs pro-Kremlin soulignent que la Russie est en train de perdre en Ukraine parce qu'elle paie un prix trop élevé en vie russe pour les maigres avancées qu'elle réalise en Ukraine. Nous y reviendrons dans un instant. Les propos de Rogozin n'ont pas échappé à un ancien dirigeant pro-russe en Ukraine occupée. Pavel Gabariev a été représentant pro-russe. Le gouverneur de Donetsk a partagé ses réflexions sur les propos de Rogozin sur Telegram. Il a fait remarquer logiquement que les pertes de la Russie sont si lourdes parce qu'elle est à l'offensive, alors que l'Ukraine est sur la défensive. Il dit que l'armée ukrainienne est plutôt satisfaite de cette situation, surtout maintenant qu'elle a commencé à frapper les raffineries de pétrole russes. Gabariev a déclaré que 26% des capacités de raffinage russes ont été détruites ou endommagées par ces frappes, ce qui ralentit la machine de guerre russe autant que ses lourdes pertes. Ces frappes sur les raffineries offrent aussi à l'Ukraine un grand levier, car elles frappent la Russie chez elle. C'est aussi quelque chose que Poutine n'avait pas prévu en lançant son invasion. Puis Gabariev a dit ce que Poutine n'aurait jamais imaginé entendre d'un de ses anciens représentants. La propagande russe continue de tromper le public en prétendant que les forces ukrainiennes sont près de la défaite. Nous épuisons l'ennemi et allons bientôt gagner. Cependant, la situation est bloquée et constitue une défaite, a affirmé Gabariev. C'est une affirmation audacieuse. Mais c'est pourquoi Gabariev affirme que les propagandistes russes, jusqu'à Poutine, ont menti au peuple. La Russie ne gagne pas, n'avance pas et perd trop d'hommes, déclare Gabariev. Et il conclut sa déclaration sur Telegram par un message choquant. Il n'y a aucune possibilité de mettre fin au district militaire central par une victoire tant que le système de pouvoir colonial de la Russie reste intact. Est-ce que Gabariev, qui était autrefois si important pour Poutine que le dirigeant russe l'a placé à un poste de pouvoir à Donetsk, vient-il vraiment d'appeler au renversement du gouvernement russe ? C'est certainement ce que laisse entendre ce commentaire. Mais il semble que Gabariev ne fasse que refléter un sentiment de colère croissant envers Poutine qui se répand dans toute la Russie. Le russe moyen commence soit à comprendre que le Kremlin lui ment depuis des années, soit à réaliser l'ampleur des pertes humaines maintenant que le nombre de morts est si élevé. Il commence à avoir assez de courage pour s'exprimer, alors qu'il ne l'aurait peut-être pas fait auparavant. Le Kiev indépendant offre l'exemple parfait de ce qui semble être une source croissante de sentiments anti-Poutine à l'intérieur de la Russie. Auparavant, aucun de ces commentaires de la part de ceux qui sont censés être des propagandistes pro-Kremlin n'aurait vu le jour. Les médias d'État russes, dont la chaîne NTV, ont diffusé une émission politique en direct appelée Lieu de rencontre. Le 19 septembre, l'émission a reçu un invité affirmant que les chiffres des pertes ukrainiennes diffusés par le Kremlin aux Russes sont irréalistes. Au début du conflit, l'armée ukrainienne a atteint 80 000 soldats. Ensuite, au fil du temps, elle a augmenté d'environ 10 000 à 120 000 par an, a fait remarquer l'invité. Ainsi, il ne peut pas y avoir de pertes allant de 17 millions à 2 millions, car dans ce cas, l'armée ukrainienne n'existerait tout simplement pas. Un chiffre intéressant laisse supposer que le Kremlin communique cela à son peuple.
L'Ukraine a perdu jusqu'à 2 millions de personnes, ce qui correspond à peu près au double du taux de perte de la Russie, selon le ministère des Finances ukrainien. Comme le souligne l'invité, ce n'est pas possible. Sinon, la résistance ukrainienne se serait déjà effondrée. La discussion a progressé quand l'animateur de Meeting Place a demandé à l'invité si le ministère russe de la Défense mentait au peuple. La réponse de l'invité a surpris. Pas seulement le nôtre, a-t-il dit, ajoutant qu'il serait une grave erreur de sous-estimer l'armée ukrainienne. Pensez aux implications. Ces propos d'un Russe ordinaire semblent refléter l'opinion de nombreux citoyens sur Vladimir Poutine et la guerre sanglante qu'il a imposée à son peuple. Mais plus encore, ces commentaires ont en fait été diffusés en direct à la télévision d'État. La situation devient tellement mauvaise pour Vladimir Poutine que même les médias contrôlés par le Kremlin deviennent si agités qu'ils sont prêts à diffuser la dissidence. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si tous les commentateurs qui ont commencé à affirmer que la Russie est en train de perdre la guerre en Ukraine ont commencé à s'exprimer après cette interview. Un cap crucial semble franchi. Vladimir Poutine pourrait désormais être emporté par une opinion publique de plus en plus négative. Revenons sur le point de Gabariev. La Russie perd la guerre. C'est un aveu, mais pas forcément comme vous l'imaginez. Gabariev, ainsi que les autres commentateurs, ne disent pas cela. La Russie a perdu dans le sens où son armée est sur le point de s'effondrer grâce à la défense de l'Ukraine. Il ne s'agit pas d'une défaite traditionnelle, où un camp anéantit l'autre. La défaite résulte de plusieurs facteurs. Comme indiqué en introduction, l'opération militaire spéciale prévue pour quelques jours a finalement duré des années. C'est une défaite, car cela a révélé au monde que la Russie n'est pas aussi efficace militairement qu'on le pensait depuis des décennies. La première défaite, c'est l'humiliation de ne pas obtenir une victoire rapide. La seconde défaite, plus marquante, vient du constat que la Russie ne peut pas gagner. Cela peut sembler étrange, mais une nation attaquante qui échoue à avancer perd tout autant qu'une nation détruite par un agresseur. C'est le problème de la Russie. Avec toutes les ressources, y compris humaines, qu'elle a jetées contre l'Ukraine, la Russie n'a pratiquement rien accompli en matière de conquête territoriale. Au contraire, chaque jour apporte plus de morts et montre que la Russie devra renoncer à priver l'Ukraine de sa souveraineté. Quels sont les signes d'une défaite imminente de la Russie ? Commençons par ses maigres gains territoriaux. Le Kiev Independent souligne combien ces gains ont été désastreux pour la Russie en 2025. Rappelez-vous, c'est cette année que Poutine a lancé l'offensive d'été russe contre l'Ukraine. Au lancement de l'offensive, Poutine a affirmé « Toute l'Ukraine est à nous », selon l'Atlantic Council du 2 septembre. Le président russe a ajouté qu'il y a des raisons de croire que nous pouvons anéantir les forces ukrainiennes. Déjà en mars, cela laissait entendre que Poutine était confiant qu'une victoire russe était imminente, ou peut-être qu'il n'était pas confiant. Peut-être mentait-il encore à son peuple. L'offensive d'été est finie, et les chiffres sont là. La cartographie ukrainienne et les données de Deep State Open Source Intelligence montrent que l'offensive d'été russe a permis de capturer 1548 km², environ 597 miles carrés. C'est plus que ce que la Russie a occupé entre juin et août 2024, mais cela reste seulement 0,256% du territoire ukrainien. Si l'on prend en compte l'ensemble de l'année 2025, les chiffres paraissent encore plus mauvais. Du 1er janvier au 31 août, la Russie a perdu 210 000 soldats, morts ou blessés. L'échec de l'offensive d'été a fait augmenter le chiffre. Mais c'est une perte que Vladimir Poutine n'aurait jamais envisagée en envahissant l'Ukraine. Et 2024 a été pire pour la Russie. L'année dernière, selon Al Jazeera, la Russie n'a réussi à gagner que 4168 km², soit 1609 miles carrés, au prix de 427 000 de ses soldats. Au total, 637 000 soldats russes en entier ont été perdus pour moins de 1% de l'Ukraine depuis début 2024. Nous l'avons déjà dit. Mais il faut le répéter, ce n'est pas tenable. Peu importe les recrutements russes, elle ne peut prétendre gagner alors que ses progrès restent minimes. C'est une guerre d'usure que la Russie a commencé, et que la Russie est en train de perdre. Bien sûr, Poutine ne veut pas que qui que ce soit s'en rende compte. C'est pourquoi il ment. Mais le 30 septembre, Dargens a signalé qu'il avait été surpris à mentir. Tout a commencé quand le ministère russe de la Défense a diffusé une carte sur Telegram. Rien ne paraissait suspect. Le ministère disait que la carte montrait les gains russes depuis début 2025. Et même si ces soi-disant gains pouvaient être contestés, tout semblait assez normal. Cependant, certaines personnes très observatrices ont découvert que la normalité était la dernière chose que représentait cette carte. La carte n'était pas moderne.
Elle avait au moins 50 ans comme le montre la ville de Seversk, appelée Yama sur la carte. Seversk n'a plus ce nom depuis 1973. Il y avait aussi d'autres problèmes de dénomination, notamment le fait que la carte utilisait des noms de villes que la Russie avait auparavant abandonnés mais que l'Ukraine avait adoptés. Exemple, Bakhmout était nommé Bakhmout. Cela ne pose pas vraiment problème, non? Cependant, la Russie n'appelle plus Bakhmout par ce nom, même si elle le faisait il y a des décennies, explique Dargan. Elle a commencé à utiliser ce nom de temps en temps dans des documents officiels. Combiné au problème de Yama, l'utilisation de Bakhmout montre que la Russie suit une ancienne stratégie. La Russie tente ici d'utiliser une ancienne carte pour exagérer ses gains territoriaux. Avec une seule carte, le ministère russe de la Défense a saboté sa propre crédibilité. Quelle raison aurait-elle d'utiliser une carte aussi ancienne si elle n'essayait pas de fausser les chiffres? Peut-être que la carte utilisait d'anciennes limites de villes, qui n'existent plus, donnant l'impression que la Russie avait gagné plus de terrain qu'en réalité. Ou peut-être que la Russie s'appuie réellement sur des cartes vieilles de plusieurs décennies, et qu'elle n'a tout simplement aucune idée de la petitesse du territoire qu'elle revendique. C'est difficile à dire, mais la Russie a renforcé l'idée qu'elle perd la guerre en Ukraine en agissant ainsi. Perdre nous amène au deuxième signe. La Russie pourrait bientôt devoir se mobiliser. Montian l'a laissé entendre dans ses commentaires, selon lesquels la Russie aurait peut-être épuisé ses dernières réserves pendant l'été. Poutine devra donc trouver de la main-d'œuvre ailleurs, car il refuse d'obtenir plus de soldats par la mobilisation. La Russie l'a déjà fait fin 2022 sans succès. Alors que le gouvernement russe se vante qu'au moins 50 000 des personnes récemment mobilisées sont désormais en Ukraine, une longue liste de plaintes commence à émerger. Manque de leadership des officiers intermédiaires, tactiques coûteuses en vie, absence de formation et paiements non versés, selon Cable News Network en novembre 2022. Outre la colère sur le front, les épouses et mères des soldats mobilisés à l'arrière ont aussi exprimé leur fureur. Fin 2023, Chatham House affirmait que ses proches menaçaient de plus en plus Poutine en poursuivant manifestations, pétitions et appels. Ce ne sont pas de petits tracas pour Poutine. Ces manifestations reflétaient la colère intérieure, cristallisée par l'appelant de NTV qui affirmait que la Russie ment à son peuple. Poutine sait qu'une nouvelle mobilisation pousserait son peuple à bout. Néanmoins, il cherche toujours ce que Radio Free Europe Radio Liberty a qualifié de main-d'œuvre sacrifiable. Un large réseau de recrutement a été créé en Russie, mais cela pourrait ne pas suffire. En septembre, UA-Wire rapportait que la Russie envisageait une nouvelle mobilisation en vue d'une offensive d'automne pouvant durer jusqu'en hiver. Le média note que la Russie recrute environ 35 000 soldats par mois, mais il ajoute que certains analystes estiment que la Russie ne compense pas ses pertes dans la guerre en Ukraine, ce qui signifie qu'une mobilisation pourrait devoir avoir lieu. C'est clair, la Russie est en train de perdre. Rappelez-vous, cela devait être une invasion facile et rapide. La Russie n'aurait pas dû payer autant, ni devoir mobiliser 2 fois et offrir de hauts salaires pour recruter des soldats sous contrat. Poutine finira par manquer de soldats. Cela le contraindra à renoncer à ses ambitions en Ukraine, ou à prendre une décision risquant de retourner une population déjà agitée contre lui. Quoi qu'il arrive, la Russie perd et Poutine le sait. Cela nous amène au dernier signe que la Russie a perdu la guerre en Ukraine. Poutine lui-même le croit. Bien sûr, vous n'entendrez jamais le président russe le dire. Pourtant, un haut responsable militaire américain affirme que le Kremlin estime que la Russie a perdu la guerre en Ukraine. Cet homme est l'envoyé spécial du président américain pour l'Ukraine, Kate Kellogg. Le 30 septembre, les médias United 44 ont rapporté les propos tenus par Kate Kellogg lors de son intervention au Forum de la sécurité de Varsovie. Je pense qu'au fond de lui, Poutine se rend compte qu'il ne va pas gagner. C'est un combat perdu d'avance pour lui. À long terme, cela n'arrivera pas, a affirmé Kellogg. Il a ajouté que les frappes ukrainiennes sur le raffinage pétrolier en Russie assombrissent encore cette perspective à long terme. Chaque frappe limite la quantité d'essence et de diesel que la Russie peut envoyer à ses troupes, vendre à d'autres pays et fournir à ses citoyens. Tout ce qui prive la Russie de dollars pétroliers est positif, dit Kellogg, car cela poussera Poutine vers une prise de conscience partagée par de nombreux Russes. La Russie ne peut plus gagner la guerre en Ukraine. Si elle est ingagnable, la Russie a perdu. À présent, ce n'est plus un secret que la Russie utilise une flotte fantôme de navires illicites pour transporter du pétrole et d'autres produits à travers le monde. C'est l'un des principaux moyens par lesquels la Russie parvient à financer son invasion de l'Ukraine, même si le pays fait tout son possible pour dissimuler l'utilisation de ces navires. Mais le secret de la flotte fantôme va bien plus loin que ce que l'on sait déjà. Pourquoi la Russie a-t-elle commencé à utiliser ces navires pour bien plus que le simple transport de pétrole ?
La flotte fantôme de Poutine démasquée après la révélation d'un sombre secret russe par l'Ukraine. Et ce secret sera révélé dans un instant. D'abord, un peu de contexte sur ce qu'est la flotte fantôme, ou ce qu'elle est censée être. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des milliers de sanctions ont été imposées. De nombreuses sanctions ciblaient le pétrole et le gaz russe, ainsi que les entreprises et navires produisant ces produits précieux et veillant à leur livraison aux clients. C'était une décision intelligente de la part de l'Occident collectif. La Russie sortait d'une année exceptionnelle pour ses combustibles fossiles en 2021. Les ventes avaient explosé au-delà des estimations initiales, au point que l'argent généré par la Russie grâce au pétrole et au gaz représentait 36% du budget total du pays selon Reuters, en janvier 2022. Les ventes réelles étaient supérieures de 513% aux estimations précédentes, ce qui a permis à la Russie de gagner près de 500 millions de dollars par jour rien qu'en octobre 2021. Des milliards affluent en Russie grâce aux combustibles fossiles. L'Occident pensait que les sanctions priveraient-elles la Russie de milliards, détruisant la base financière de la machine de guerre de Poutine. Cette logique solide a été compromise car la Russie a agi de façon imprévue par l'Occident. À mesure que les sanctions commençaient à faire effet, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. De grands pétroliers ont commencé à apparaître. Ces navires s'efforçaient de cacher l'identité de leurs propriétaires. Brookings explique que la stratégie centrale de la flotte fantôme est d'obscurcir la propriété des pétroliers et de masquer l'origine du pétrole russe transporté. La Russie utilise diverses manœuvres trompeuses, dont des transferts répétés de cargaisons liquides de navire à navire. Mélange de pétrole de divers pays, falsification des données de localisation des navires et coupure du système d'identification automatique. Ces navires, appelés flottes fantômes, ont pour but d'aider la Russie à contourner les sanctions par la tromperie. En mai 2025, le magazine ukrainien Shipping a indiqué que la Russie avait dépensé au moins 14 milliards de dollars pour sa flotte fantôme. La flotte est aussi le principal moyen de transport maritime du pétrole russe. D'après la publication, au second semestre 2024, les navires de la flotte fantôme représentaient 60% du pétrole brut quittant les terminaux baltes de la Russie. Et bien que ce chiffre soit tombé à 40% en mars 2025, l'intention initiale derrière la flotte fantôme est évidente. C'étaient des machines à faire de l'argent, des navires bon marché, et souvent anciens, que la Russie pouvait utiliser sans en informer personne, afin de continuer à faire entrer de l'argent dans le pays. Mais, soyons honnêtes, rien de tout cela n'est un secret. À ce stade, la flotte fantôme est au mieux un secret de polichinelle. Le monde entier sait qu'elle existe, même si la Russie fait semblant du contraire. Si la manière d'agir de la flotte fantôme n'est pas le grand secret que l'Ukraine vient de dévoiler sur ses navires clandestins, alors quel est-il ? Le Kiev indépendant a rapporté ce grand secret le 28 septembre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait choisi cette date pour adresser un message important au monde lors de son allocution du soir. Les Russes utiliseraient maintenant des pétroliers pour lancer et piloter des drones contre l'Europe. Ceci prouve encore la nécessité de fermer la mer Baltique et d'autres mers aux pétroliers russes, notamment à la flotte fantôme. Découvrez le sombre secret de la Russie. Si ce n'était pas clair, voici l'explication. La Russie n'utilise plus la flotte fantôme pour contourner les sanctions contre ses secteurs pétroliers et gaziers. C'était déjà louche. Mais cela n'était clairement pas suffisant pour Poutine. Le sombre secret, c'est que maintenant, la Russie utilise la flotte fantôme comme une extension de sa marine militaire. Les drones qui envahissent le territoire de l'Union européenne et des nations alliées à l'OTAN sont lancés depuis ces navires cachés. C'est énorme. Selon Zelensky, la flotte fantôme a évolué. Ce n'est plus seulement un problème d'empêcher la Russie d'obtenir l'argent du pétrole et du gaz pour poursuivre la guerre en Ukraine. Désormais, la flotte est un instrument de guerre en soi. La Russie utilise ses navires pour lancer des attaques de guerre hybrides contre des pays autres que l'Ukraine, ce qui a transformé la flotte fantôme en une menace pour l'ensemble de l'OTAN. Et ces incursions de drones sont devenues plus fréquentes au cours des dernières semaines. Euronews analyse dans un article du 30 septembre les pays ayant détecté des drones russes dans leur espace aérien. La Pologne a bien sûr fait la une de tous les journaux. Le 9 septembre, le ministère polonais de la Défense a rapporté qu'au moins 19 drones russes ont pénétré l'espace aérien polonais. La Pologne, qualifiant l'acte d'agression russe,
a déployé ses défenses aériennes et abattu plusieurs drones. Cet incident, combiné à l'envoi par la Russie d'un trio de Mikoyan Gourevitch, 31 dans l'espace aérien estonien quelques jours plus tard, a poussé la Pologne à avertir la Russie que tout ce qu'elle enverra à l'avenir dans l'espace aérien polonais sera abattu. Découvrez-en plus sur cette menace, si l'OTAN la soutient, et comment la Russie a réagi dans notre vidéo. Maintenant, cette seule incursion de drones suffirait à démontrer que Poutine a intensifié sa stratégie de guerre hybride contre l'Europe. Mais ce qui s'est passé en Pologne n'était qu'un des au moins 10 cas de drones russes entrant dans des pays où ils ne devraient pas être. La Lituanie fait partie des 10. Elle a signalé qu'un des drones russes est entré sur son territoire le 28 juillet. La Roumanie a également connu 2 incursions en septembre, la première ayant eu lieu un jour avant que la Pologne ne doive faire face aux drones russes. La deuxième incursion a eu lieu le 13 septembre. En septembre, le Danemark et la Norvège ont été confrontés à des drones russes près d'aéroports et de sites militaires. C'est pareil pour la France, l'Allemagne ayant aussi signalé des drones russes sur son sol. La Lettonie et l'Estonie ont également dû faire face à des drones. On pensait auparavant que ces drones arrivaient en Europe après avoir été lancés de Russie ou de ses États satellites, comme la Biélorussie. Mais maintenant, cela ne semble plus être le cas. Alors que Poutine cherche à intimider l'OTAN qui soutient militairement l'Ukraine, il déploie la flotte Lachol de l'ombre comme plateforme de lancement pour les drones russes. Ces drones n'ont pas encore attaqué. Chaque incursion s'est limitée à leur repérage et dans certains cas à leur destruction. Mais avec tout cela, le dirigeant russe essaie de faire passer un message. Il veut que l'OTAN sache que la Russie peut frapper n'importe où en Europe. Si cela arrive, la flotte fantôme, que personne n'a pu stopper, sera tout aussi apte à attaquer que les navires militaires officiels russes. Poutine ne dira évidemment jamais ce message. Le but même de la flotte fantôme est d'obscurcir ce que la Russie fait derrière des couches de diversion et de tromperie pure et simple. La négation plausible est l'objectif ici, car la dernière chose que Poutine souhaite, c'est que l'Occident désigne sa flotte fantôme comme une cible légitime contre laquelle l'OTAN et l'Union européenne pourraient frapper. Et cette tentative de faire comme si de rien n'était se voit dans les réponses de la Russie aux incursions de drones signalées. Elle nie que cela se soit jamais produit, bien sûr. C'est ce que rapporte Newsweek, qui a également évoqué la révélation de la flotte fantôme par Zelensky. Dans un article du 29 septembre, la Russie essaie de prétendre que rien de ce qui se passe n'est intentionnel. Il ne s'agit que d'une coïncidence. Si 10 drones ont pénétré l'espace aérien de l'OTAN depuis juillet, la majorité des cas datant de septembre. La Russie ne prévoyait sûrement pas d'envoyer ses chasseurs dans l'espace aérien estonien. Tout cela n'est qu'une grande coïncidence, et l'OTAN devrait faire attention à toute réaction. Bien sûr, tout cela est absurde. Les mensonges russes seraient plus crédibles si ces drones ciblaient seulement la Pologne et les pays baltes. Ces pays bordent l'Ukraine et parfois la Russie. Il est donc possible, bien que peu probable, que des drones lancés de Russie vers l'Ukraine entrent par erreur dans l'espace aérien de ces pays. Mais l'Allemagne, la France, le Danemark, le voile dont la Russie se couvre tombe lorsque ces drones pénètrent trop en Europe. Les démentis de la Russie ne veulent rien dire. Et maintenant, selon Zelensky, le problème croissant des drones russes en Europe a évolué au point que la flotte fantôme est utilisée comme une plateforme de lancement collective. La flotte devient un problème militaire plus important que jamais. Et la question doit être posée. Que signifie la révélation du sombre secret de la Russie pour l'avenir ? Tout d'abord, le fait que la Russie utilise sa flotte fantôme pour ses incursions de drones est une décision intelligente, tout simplement parce que cette flotte existe dans une sorte de zone grise juridique. The Economist a souligné dans un article du 30 septembre que les marines de l'OTAN auraient du mal à contenir la menace rouge clignotante de la flotte obscure russe. Le problème n'est pas vraiment d'identifier les navires de la flotte fantôme russe, même si la Russie tente de les dissimuler. L'identification a eu lieu plusieurs fois. Avec des sanctions touchant des centaines de navires de la flotte, les membres de l'OTAN peuvent les identifier même en activité. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas agir contre la flotte fantôme. Il est très difficile de faire respecter les règles maritimes à la flotte fantôme, ce que souhaite la Russie. La flotte existe justement pour enfreindre le droit international et contourner les sanctions. Même intercepté hors de sa zone, un navire de la flotte fantôme échappe souvent aux voies juridiques classiques. La Finlande l'a appris à ses dépens, comme le souligne The Economist.
Depuis que l'Aigle S a sectionné des câbles dans le golfe de Finlande, les procureurs peinent à prouver qu'il ne s'agit pas d'un accident. Ou que le navire, qui appartient à une société enregistrée aux Émirats Arabes Unis et navigue sous pavillon des îles Cook, est un lien avec la Russie, rapporte le média. Le navire russe a presque été surpris en train de couper des câbles, et la Finlande peine encore à réagir. Alors, comment pourrait-il y avoir un recours juridique si un drone est lancé depuis un navire de la flotte fantôme dans ce cas-là ? La Russie n'osera pas lancer un drone sous la surveillance d'un navire de l'OTAN, et niera toute origine navale si le drone est de découvert. Le personnel de l'OTAN ne va pas non plus monter sur les navires de la flotte fantôme pour vérifier la présence d'opérateurs de drones. Des preuves recevables au tribunal seront très difficiles à trouver. Même si l'on prouve que les drones entrant dans l'espace aérien européen viennent d'un navire de la flotte fantôme, la Russie le niera toujours. L'OTAN peut au moins envoyer des navires pour surveiller ses eaux, mais ces navires de l'OTAN ne peuvent pas être partout à la fois. Et que font-ils s'ils voient un navire de la flotte fantôme ? Si ce navire se trouve dans les eaux de l'OTAN et est surpris à lancer un drone, l'OTAN pourrait agir. L'un de ces navires pourrait même attaquer. Une telle attaque obligerait Poutine à reconnaître qu'un navire de la flotte fantôme est russe pour dénoncer la frappe. En réalité, l'OTAN ne prendra probablement pas le risque d'escalade, et c'est là tout l'intérêt. La flotte fantôme permet à la Russie de lancer des attaques hybrides contre les nations de l'OTAN, sans aucune riposte, ce qui en fait un outil précieux pour Poutine. Et en parlant d'attaques hybrides, il est clair, après ces derniers mois d'incursion de drones russes, que les véhicules aériens sans pilote deviennent une menace croissante pour l'Europe. Cette menace ne fera que grandir maintenant que les drones russes sont apparemment déployés en mer. Zelensky a déjà souligné ce point ? Au Forum de sécurité de Varsovie le 29 septembre, le président ukrainien a déclaré que les drones russes sont la principale menace. Non seulement pour l'Ukraine ou les nations de l'OTAN sur le flanc Est, mais pour toute l'Europe du Nord. Zelensky a également déclaré que l'Ukraine aiderait l'Europe à se défendre contre les drones russes. L'Ukraine propose à la Pologne et à ses partenaires de créer un bouclier commun fiable contre les menaces aériennes russes, a déclaré Zelensky. C'est possible. L'Ukraine peut contrer tous les drones et missiles russes, et si nous agissons ensemble, nous aurons assez d'armes et de capacités de production. Zelensky estime clairement que l'unité était la réponse à la menace des drones russes. Personne ne sait combien l'Ukraine peut vraiment contribuer tant qu'elle est en guerre avec la Russie. L'Europe prend au moins la menace des drones russes au sérieux, que ces drones proviennent ou non des navires de la flotte fantôme. Le 1er octobre, les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis à Copenhague pour discuter des mesures qu'ils peuvent prendre pour contrer les incursions constantes de drones russes. Le Danemark s'est assuré que la réunion soit aussi sécurisée que possible, au point d'imposer de fortes restrictions de circulation aux habitants de Copenhague et d'interdire les vols de drones civils jusqu'à vendredi. Cette interdiction vise à éviter la confusion entre drones légaux et hostiles, et à alléger la sécurité lors du sommet. La réunion étant toujours en cours lors de la création de cette vidéo, aucun résultat n'est disponible. Idéalement, l'Union européenne élaborera un plan pour faire face aux drones de lancement de la flotte fantôme de la Russie. Mais il est difficile de deviner à quoi ressemblerait un tel plan. Pour Poutine, l'usage récent de la flotte fantôme qu'il a bâtie ces dernières années repose sur l'ambiguïté. Le dirigeant russe sait qu'il est difficile pour l'OTAN d'agir contre ces navires sans risquer une escalade, alors que les tensions Russie-OTAN sont déjà proches du point d'ébullition. Poutine continuera d'utiliser ces drones pour tester les défenses et l'unité européenne, selon Euronews, le 30 septembre. Il y a même des désaccords au sein de l'Europe quant aux raisons, et même à la question de savoir si la Russie fait tout cela en premier lieu. Il est au moins légèrement possible que les drones russes entrant dans l'espace aérien de l'OTAN le fassent accidentellement, après avoir été détournés par les techniques de guerre électronique ukrainiennes. Cela semble peu probable, en supposant que les incursions soient délibérées. La Russie provoque-t-elle pour tester les réactions ? Se sert-elle de ces drones pour évaluer la défense ? La Russie cherche-t-elle simplement à créer une atmosphère de peur dans des nations qui pensaient être à l'abri des ambitions expansionnistes de Poutine ? Cela pourrait être pour toutes ces raisons ou aucune. Cette confusion est précisément ce que Poutine cherche à instaurer. La déclaration de Zelensky sur la flotte fantôme russe accentue la confusion. Cette affirmation pourrait finir par créer encore plus de divisions parmi les dirigeants européens, dont certains pourraient ne pas croire que la Russie irait aussi loin tant qu'ils n'auront pas de preuves concrètes. C'est peut-être l'objectif de Poutine. Ces drones divisent plus qu'ils ne conquièrent.
Et la flotte fantôme pourrait n'être qu'une autre pièce du puzzle que le dirigeant russe est en train de créer. Le sombre secret de la Russie révélé. La question reste, que faire ? Des sanctions supplémentaires paraissent évidentes. Volodymyr Zelensky les a demandées en dévoilant les actions de la flotte fantôme russe. Ces demandes ont aussi été relayées par Svitlana Romanko, fondatrice de Razum We Stand, un groupe militant pour plus de sanctions afin de stopper les exportations d'énergie russe. Svitlana Romanko a dénoncé les États-Unis et leurs sanctions secondaires tardives. Les États-Unis devraient sanctionner toutes les exportations russes de combustibles fossiles et imposer des sanctions secondaires aux acheteurs de pétrole russe. Romanko demande de durcir les restrictions sur le projet Arctic Gaz naturel liquéfié joyau de Poutine et d'arrêter la flotte fantôme de pétroliers transportant le pétrole russe. L'efficacité des sanctions contre la flotte fantôme fait encore débat. Après tout, ce n'est pas comme s'il n'existait pas déjà de nombreuses sanctions. En juillet, le Royaume-Uni a annoncé des sanctions visant 135 pétroliers faisant partie de la flotte fantôme russe. L'Union européenne a aussi sanctionné les 105 navires de la flotte fantôme dans son 18e paquet, portant à 444 le nombre total de navires sanctionnés. Il est probable que le 19e paquet préparé par l'Union européenne ciblera encore plus de navires douteux de Poutine. L'efficacité réelle de ces sanctions contre des navires qui opèrent déjà, au mieux, de manière pseudo-légale, est une autre question, entièrement. Les sanctions contre la Russie montrent leur efficacité, bien qu'elles soient une réponse imparfaite à la flotte fantôme. Les pétroliers sanctionnés ne disparaissent pas, mais deviennent bien moins actifs, selon la source, après une étude sur la sanction des navires de la flotte fantôme. Cela crée des frictions et des coûts pour la Russie, car il n'est pas facile de remplacer les navires sanctionnés. L'étude montre que la distance parcourue par les navires sanctionnés de la flotte fantôme chute de 80%, indiquant que la Russie hésite à les envoyer après sanction. Cette prudence pourrait au moins atténuer le problème émergent des drones de la flotte fantôme, même si cela ne l'arrête pas complètement. Une réduction de 80% de la distance parcourue montre que ces navires ne restent pas à quai. Ils naviguent toujours, même si c'est moins qu'avant. Elles ont été sanctionnées, donc Poutine peut toujours les utiliser, comme il l'entend. Les sanctions aident, mais ne résolvent pas le problème. Pour affaiblir la flotte fantôme, l'Union européenne et l'OTAN pourraient devoir s'appuyer sur l'Ukraine pour mener des frappes directes. L'Ukraine a déjà commencé à le faire. Le 13 septembre, Pravda a annoncé que des drones ukrainiens avaient frappé 2 navires de la flotte fantôme russe au port pétrolier de Primorsk. L'Ukraine utilise aussi ces drones pour endommager les ports pétroliers russes en mer Noire, privant ainsi la flotte fantôme des ports nécessaires au chargement du pétrole. Les deux approches sont complémentaires et méritoires. L'Ukraine attaque tandis que l'Occident sanctionne. Il faut envisager toute action empêchant les navires de la flotte fantôme de partir. Parce que si la Russie lance réellement des drones depuis ses navires, cette flotte vient de devenir bien plus dangereuse. L'Ukraine pourrait être sur le point de recevoir une amélioration incroyable de son arsenal grâce aux États-Unis d'Amérique. Des missiles Tomahawk. Avec une portée remarquable et une puissance explosive énorme, ces missiles révolutionnaires offriraient d'innombrables nouvelles possibilités, permettant aux forces de Kiev de mener des frappes destructrices en profondeur, partout sur le territoire ennemi. Ils ont le pouvoir de mettre la Russie à genoux et de briser la volonté de Vladimir Poutine lui-même, envoyant la guerre dans une nouvelle direction dramatique. Voici pourquoi. Développé dans les années 1970, le missile de croisière d'attaque terrestre BGM-109 Tomahawk ou Tomahawk Land Attack missile est l'un des missiles de croisière d'attaque terrestre les plus puissants au monde. Il offre 4 avantages majeurs par rapport aux autres missiles. Le premier, et peut-être le plus important de ces avantages, est la portée. Les missiles Tomahawk peuvent parcourir des distances extraordinaires, frappant des cibles jusqu'à 1600 km de leur lieu de lancement. Certaines des premières variantes, Block 2, pouvaient en réalité aller encore plus loin, parcourant environ 2500 km. Elles ont été retirées il y a quelques années. Quoi qu'il en soit, 1600 km, c'est énorme, surtout comparé à de nombreux autres missiles conventionnels à portée bien plus faible. Par exemple, les Storm Shadows européens ne peuvent parcourir qu'environ 250 km. Puisqu'ils peuvent atteindre des cibles aussi éloignées, les Tomahawk ouvrent d'innombrables possibilités d'attaque et mettent de nombreuses cibles à portée, offrant à leurs opérateurs des capacités de frappe en profondeur presque inégalées. En même temps, ils inspirent la peur aux forces ennemies.
Quand ils savent que leur adversaire peut frapper partout et à tout moment, il devient bien plus difficile de prévoir leurs actions et de prendre des mesures pour protéger leur personnel et ressources. Mais la portée n'aurait pas autant d'importance si ces missiles étaient lents ou faciles à intercepter. Cela nous mène au deuxième avantage du Tomahawk, son agilité. Bien qu'il mesure 6 mètres de long avec une envergure de 26 mètres et un poids total de plus de 1500 kg, ces missiles sont étonnamment maniables. Équipés de moteurs turboréacteurs, Williams International F-107 WR 402 carburant TH-10 et propulseur à combustible solide. Les Tomahawks atteignent des vitesses de pointe d'environ 920 km/h. Ce n'est pas tout à fait la vitesse du son, ce qui place les Tomahawks dans la catégorie des missiles subsoniques, plutôt que supersoniques ou hypersoniques, mais cela reste remarquablement rapide. De plus, les Tomahawks volent à basse altitude, généralement entre 30 et 45 mètres du sol. Cela les rend plus difficiles à détecter sur les radars ennemis, et plus compliqués à intercepter également, puisque le terrain environnant aide essentiellement à dissimuler les missiles pendant qu'ils suivent leur trajectoire de vol. Les Tomahawks peuvent aussi utiliser divers systèmes de guidage comme le Global Positioning System, la navigation inertielle et le suivi du relief pour atteindre leur cible. Grâce à cela, les Tomahawks atteignent presque toujours leur cible, et même si les forces ennemies parviennent à repérer un missile entrant, elles ont souvent très peu de temps pour réagir ou répondre à la menace. De plus, les Tomahawks peuvent effectuer des manœuvres en vol pour réduire les risques d'interception. Les dernières variantes peuvent aussi être reprogrammées en route pour frapper jusqu'à 15 cibles alternatives préprogrammées. Ils peuvent aussi patrouiller longtemps au-dessus de leur cible, avant d'attaquer, utilisant leur caméra pour fournir des renseignements précieux sur le champ de bataille. Tout cela rend les Tomahawks très difficiles à gérer. Ils sont rapides, agiles et imprévisibles. Même si les forces ennemies pensent savoir où se dirige un Tomahawk. Ces opérateurs ajustent aisément sa trajectoire et sélectionnent une nouvelle cible pour surprendre l'adversaire. Comme le dit Federico Borsari, chercheur au Centre d'analyse des politiques européennes, School of International and Public Affairs, c'est un missile de croisière très rapide, bien qu'encore subsonique. Il combine plusieurs systèmes de guidage pour une grande précision. Dans une interview au Kiev Independent, Borsari a déclaré « C'est aujourd'hui le principal outil des États-Unis pour frapper des cibles terrestres lointaines, principalement lancées depuis des navires et sous-marins. Une fois qu'il atteint sa cible, le Tomahawk possède la puissance de feu nécessaire pour infliger des dégâts dévastateurs, ce qui nous amène à son troisième avantage important, la puissance. Les variantes les plus puissantes du Tomahawk peuvent être équipées d'ogives hautement explosives, pesant jusqu'à 1000 livres. Elles peuvent également être équipées de distributeurs de sous-munitions et de bombes à effet combiné BLU, 97B. En résumé, ces missiles peuvent neutraliser presque toute cible sur leur trajectoire. Cela comprend des actifs militaires et infrastructures vitales, postes de commandement, quartiers généraux, dépôts de munitions, aérodromes, hangars, navires, dépôts de carburant, ponts, ports, stations radars, systèmes de défense aérienne, ainsi que des structures renforcées, comme bases fortifiées et bunkers souterrains. Et ce n'est pas seulement hypothétique, c'est prouvé. Les Tomahawks sont employés depuis les années 1990 notamment, pendant la guerre du Golfe et tempête du désert. Ils ont facilement détruit des sites de missiles solaires, des défenses aériennes et des postes de commandement. Toute force militaire équipée de missiles Tomahawk a le pouvoir d'effacer les structures ennemies de la carte à tout moment, et il y a très peu de choses que leurs adversaires peuvent faire contre cela. Le quatrième et dernier grand avantage du Tomahawk est sa flexibilité. Il a été créé au laboratoire de physique appliquée de l'université Johns Hopkins dans le Maryland. Conçu pour répondre aux besoins de l'armée américaine d'un missile de croisière polyvalent à moyenne et longue portée, pouvant être équipé de diverses ogives. L'équipe de développement a choisi une conception modulaire, permettant depuis de produire plus d'une douzaine de variantes au fil des ans. Le Tomahawk possède des versions anti-navires et plusieurs variantes d'attaque terrestre, avec diverses ogives pour neutraliser différents types de cibles. La conception du Tomahawk a souvent été améliorée au fil des ans par l'intégration de nouvelles technologies, rendant ces missiles plus flexibles et redoutables. Dans l'ensemble, les Tomahawks offrent tout ce que l'on peut attendre d'un missile de croisière, que ce soit une portée exceptionnelle, une puissance de feu destructrice ou une agilité impressionnante dans les airs. De plus,
Comme mentionné précédemment, ce sont des missiles qui ont fait leurs preuves sur le terrain. L'United States Air Force, l'armée de terre et la marine ont été équipés de Tomahawk, utilisés en centaines lors de conflits majeurs et opérations militaires. Plus de 300 ont été tirés sur des cibles irakiennes clés lors de l'opération Desert Fox, en 1998 par exemple. Des dizaines d'autres ont frappé des cibles à travers l'Afghanistan pendant l'opération Enduring Freedom, après les attentats du 11 septembre. D'autres ont servi en Libye, en Syrie et plus récemment en Iran. D'autres forces armées, dont la Royal Navy britannique, la Royal Australian Navy et la Royal Netherlands Navy, ont aussi acheté des Tomahawk aux États-Unis. De nombreux pays, dont le Canada, l'Allemagne, la Pologne et l'Espagne, ont aussi manifesté leur intérêt pour en acheter. De nombreux autres missiles de croisière et balistiques paraissent excellents sur le papier, ou présentent des spécifications impressionnantes. L'Ukraine est même en tête dans ce domaine, ayant récemment dévoilé par exemple ses missiles Flamingo à longue portée. Cependant, de nombreux programmes de missiles modernes n'ont pas encore été testés ni éprouvés sur le terrain. Le Tomahawk, en service depuis des décennies, a détruit de nombreuses cibles ennemies avec efficacité. Cet équipement, très fiable et d'une puissance destructrice, est un atout majeur pour tout arsenal. Pour l'Ukraine, ce serait un atout majeur. Aucune décision officielle n'a été prise pour envoyer des Tomahawks à l'Ukraine, mais cette option est sérieusement étudiée, selon le vice-président américain J.D. Vance. S'exprimant lors d'une interview accordée à Fox News le 28 septembre, Vance a révélé que c'est une décision que le président va prendre. La décision finale sur ce que le président va faire sera prise dans l'intérêt supérieur des États-Unis d'Amérique. Le vice-président a précisé. Les États-Unis y réfléchissent sérieusement, et le président ukrainien Vladimir Zelensky l'a déjà demandé plusieurs fois. Il y a quelques jours, des articles ont révélé des discussions à huis clos entre Zelensky et Trump lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Lors de ces discussions, Zelensky aurait demandé à Trump de doter l'Ukraine de capacités de frappe longue portée, affirmant que les missiles Tomahawk augmenteraient la pression sur Vladimir Poutine et pourraient mener à un accord de paix. Interrogé par Axios sur ces discussions, Zelensky s'est dit optimiste, affirmant que Trump y était ouvert. Et il a résumé sa réponse par ces mots. Il a dit « Nous allons travailler dessus ». Joe Biden, prédécesseur de Trump, a refusé en 2024 la demande de Tomahawks de Zelensky, jugeant trop risqué d'armer Kiev avec de tels missiles longue portée. À un moment, on pensait que Trump prendrait la même voie. Le 47e président d'abord réticent à fournir plus d'armes à l'Ukraine, privilégier la promotion des pourparlers de paix et proposer des solutions pour finir la guerre. Par des échanges territoriaux. En avril, le président américain a dit que la Crimée resterait à la Russie. Il a aussi souvent demandé à l'Ukraine d'accepter de céder certains territoires occupés à la Russie lors des négociations de cessez-le-feu et de paix. Récemment, cependant, le ton de Trump a changé radicalement dans l'autre sens. En septembre, l'administration Trump a approuvé ses premiers grands lots d'aide militaire américaine à l'Ukraine, financés par la liste des besoins prioritaires de l'Ukraine de l'OTAN, ou Prioritized Equipment Requirements List. Les premiers envois sont arrivés peu après. Ensuite, Donald Trump est allé encore plus loin, faisant une déclaration audacieuse sur son réseau social, Truth Social, dans laquelle il a annoncé que les forces ukrainiennes pourraient, en fait, récupérer toutes leurs terres qui leur ont été prises par la Russie. Après avoir appris à connaître et à bien comprendre la situation militaire et économique entre l'Ukraine et la Russie, et après avoir constaté les difficultés économiques que cela cause à la Russie, je pense que l'Ukraine, avec le soutien de l'Union européenne, est en position de se battre et de récupérer toute l'Ukraine dans sa forme d'origine. Avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe, notamment de l'OTAN, un retour aux frontières d'origine de cette guerre est envisageable. Donald Trump a aussi critiqué la Russie, l'accusant de mener depuis 3 ans et demi une guerre qui aurait dû être gagnée en moins d'1 semaine. C'est un revirement important du dirigeant américain, montrant sa lassitude face aux mensonges et fausses promesses de Vladimir Poutine. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, l'a récemment confirmé. Donald Trump était très en colère contre Vladimir Poutine qui refusait de soutenir ses efforts de paix. Donald Trump a validé la livraison de systèmes d'armes américains majeurs à l'Ukraine dans son premier paquet d'aide, dont les défenses aériennes, Patriot, et les roquettes High Mobility Artillery Rocket System.
Il a également déclaré dans son message sur Truth Social « Nous continuerons à fournir des armes à l'OTAN pour que l'OTAN en fasse ce qu'elle veut. » Tout cela semble indiquer que Donald Trump pourrait être prêt à passer à l'étape suivante et à laisser l'Ukraine obtenir des Tomahawks. Et cela changerait tout, car les Tomahawks dépasseraient de loin tous les autres systèmes de missiles longue portée que l'Ukraine a reçus de ses alliés occidentaux jusqu'à présent. Ils renforceraient l'arsenal ukrainien d'une manière qu'aucune autre arme ne pourrait égaler. Selon Borsari, les Tomahawks seraient une nette amélioration pour l'arsenal ukrainien, surtout pour la frappe à longue portée. Cela permettrait à l'Ukraine de délivrer une charge beaucoup plus lourde contre des cibles, comparée à ce qu'elle utilise actuellement. Cela s'explique car, malgré d'excellents programmes nationaux de missiles comme le Long Neptune et le Zapsan en Ukraine, elle compte toujours sur les armes et drones occidentaux pour frapper des cibles russes à longue distance. Lors de l'attaque emblématique de l'opération Toile d'araignée plus tôt cette année, les forces ukrainiennes ont utilisé des drones simples, infiltrés à des points clés en Russie, pour causer des milliards de dollars de dégâts aux avions et aérodromes russes. L'Ukraine réalise aussi souvent des frappes de drones notables contre des raffineries, oléoducs, stocks de carburant et dépôts de de munitions. Tout cela a un impact considérable. Et la Russie fait actuellement face à une crise pétrolière sans précédent, avec des pénuries de carburant signalées dans tout le pays, en grande partie grâce aux frappes stratégiques de l'Ukraine contre les installations liées au carburant. Les drones ukrainiens ont aussi détruit des radars importants, des défenses aériennes, des postes de commandement et d'autres sites stratégiques en Russie et dans les territoires occupés, affaiblissant la machine de guerre du Kremlin. Il est certain que les frappes de drones sont efficaces, mais elles restent moins dévastatrices que les missiles de croisière et balistiques. Comme l'explique Ivan Stupak, ancien officier du service de sécurité d'Ukraine et député ukrainien, les drones causent effectivement des dégâts. Ils peuvent traverser les fenêtres des usines de défense loin en Russie. S'ils attaquent, nous répondrons. Soyons honnêtes, 50 kg d'explosifs restent peu face à 500 kg dans un missile, ce qui fait la différence. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Russie bombarde régulièrement les villes et villages ukrainiens, comme Kiev, non seulement avec d'énormes essaims de drones, mais aussi des dizaines de missiles. Les drones servent souvent à saturer les défenses aériennes ukrainiennes pour permettre aux missiles de causer un maximum de dégâts. Et en ce qui concerne les stocks et la puissance des missiles, la Russie et l'Ukraine sont vraiment inégales. On pense que la Russie dispose de grands stocks de missiles de croisière de classe calibre pour continuer à frapper les villes ukrainiennes, ainsi que de missiles balistiques Iskander. L'Ukraine ne possède qu'un nombre limité de missiles occidentaux, tels que les Storm Shadow et Army Tactical Missile System. Et bien qu'elle ait fait des progrès considérables avec ses propres missiles nationaux, elle ne dispose pas de l'infrastructure nécessaire pour les produire en grande quantité. Le Flamingo, par exemple, affiche une portée impressionnante de plus de 1800 miles, soit jusqu'à 3000 km, et peut transporter des ogives pesant plus de 2500 livres. Il existe des rapports contradictoires concernant la date à laquelle il entrera réellement en production en série. Certains disent dès 2025, d'autres évoquent 2026. Donc son statut officiel demeure incertain. L'Ukraine ne peut donc pas actuellement élaborer de stratégie sérieuse autour de ce missile. Si l'Amérique envoyait des Tomahawks, l'Ukraine pourrait aussitôt planifier des attaques dévastatrices contre des cibles militaires russes majeures. Et la quantité de cibles qui tomberaient dans la portée du Tomahawk est stupéfiante. Avec des Tomahawks, l'Ukraine pourrait non seulement frapper des endroits dans et autour de la capitale russe, Moscou, mais aussi se bien plus éloigner, dans et autour de grandes villes comme Saint-Pétersbourg, Nijni Novgorod et Saratov, pour ne citer que quelques exemples. Soudain, de nombreuses nouvelles bases aériennes russes, postes de commandement, raffineries et usines de production seraient menacées. Et il existe déjà de nombreuses preuves de l'innovation, de l'ingéniosité et de l'efficacité de l'Ukraine lorsqu'il s'agit de choisir ses cibles et de frapper les endroits les plus faibles et les plus précieux du Kremlin. Contrairement à la Russie, qui bombarde l'Ukraine de manière imprudente et semble envoyer ses drones et missiles au-delà des frontières sans mission claire. À part tuer le plus de personnes possible, l'Ukraine agit différemment. Elle choisit les cibles qui comptent le plus, les raffineries, les dépôts de munitions, et ainsi de suite. Les cibles qui paralysent la machine de guerre du Kremlin et compliquent l'avancée, la conquête de territoires et le maintien de l'économie russe. Ce faisant, frappe après frappe, l'Ukraine rend la guerre beaucoup plus difficile à soutenir pour la Russie. Et, du moins en théorie,
Cela met plus de pression sur Poutine pour qu'il accepte enfin qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut et qu'il accepte un accord de paix. Cela prend du temps et a un coût, mais la stratégie de l'Ukraine fonctionne. Les capacités de production de pétrole de la Russie ont subi un coup dur, son économie s'affaiblit de jour en jour, et ses forces peinent à gagner du terrain sur les lignes de front. Les Tomahawks pourraient accélérer tout ce processus de façon incalculable. Donner à l'Ukraine le pouvoir de détruire des dizaines d'autres installations russes cruciales et de pousser le Kremlin au bord de la catastrophe absolue. En même temps, il y a des défis que Kiev doit surmonter si elle veut tirer le meilleur parti des Tomahawks qu'elle recevra. Chaque missile Tomahawk coûte environ 2 millions de dollars, il est donc peu probable que les États-Unis en envoient un grand nombre. Même une faible quantité suffirait à Kiev pour infliger de lourds dégâts à ses ennemis, à condition de les utiliser prudemment et de planifier ses attaques avec la même précision, réduisant ainsi le risque de gaspillage de missiles. Le deuxième grand défi concerne les lanceurs, car des missiles comme ceux-ci nécessitent des plateformes de lancement spécialisées pour être tirés. Comme l'explique Vadim Skibitsky, chef adjoint de l'agence de renseignement militaire ukrainienne, direction principale du renseignement, les Tomahawks ne sont pas faciles à utiliser, a déclaré Skibitsky au Guardian plus tôt cette année. Les principaux lanceurs sont des navires de combat ou des bombardiers stratégiques. Nous n'avons aucun avion bombardier stratégique. Les États-Unis devront donc fournir les missiles ainsi que des plateformes de lancement comme les Typhoon. Sinon, les autres alliés de l'OTAN de l'Ukraine devraient construire et fournir une plateforme adaptée, ce qui demanderait plus de temps, d'argent et de ressources. Cela pourrait retarder une frappe de Tomahawk contre la Russie, offrant au Kremlin plus de temps pour intensifier son agression sur le front. Face à ces problèmes, certains analystes ont proposé que les États-Unis offrent à l'Ukraine d'autres options que le Tomahawk, comme le missile air-sol longue portée. Il a une portée d'environ 1000 km. Il est très puissant, et cela pourrait être une bonne solution pour l'Ukraine, et beaucoup plus facile à intégrer dans les avions ukrainiens, comparé au Tomahawk. Parallèlement, d'autres alliés de l'Ukraine cherchent aussi à renforcer les frappes en profondeur de Kiev. L'Allemagne, par exemple, a annoncé qu'elle fournirait des missiles longue portée à l'Ukraine très prochainement, très bientôt, selon le chancelier Friedrich Merz. Cela, combiné à tout autre armement que les États-Unis décideront d'envoyer, renforcera énormément l'Ukraine, apportant un soutien crucial à ses stocks de missiles, et mettant la Russie véritablement sur la défensive, alors que le conflit se poursuit. Maintenant, découvrez à quel point la situation devient grave en Russie dans notre récente analyse de la crise dramatique du carburant qui frappe le pays. Sinon, regardez notre vidéo sur une récente amélioration de l'arsenal ukrainien. Les chasseurs Gripen suédois, connus pour leur rapidité, agilité et technologies avancées, sont prêts à aider Kiev à gagner un avantage aérien. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des nouveaux développements importants et des événements sur le front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que d'autres conflits à travers le monde.